Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Christophe Marie, directeur adjoint et porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. On va parler ensemble de la condition animale avec de nouveaux chiffres relatifs aux préoccupations à la fois de votre fondation, mais aussi les préoccupations des Français sur le sujet. Bonjour. Bonjour. Alors, les présidentielles approchent et vous avez décidé d'interpeller les candidats sur la condition animale. Vous êtes d'ailleurs basé sur nos voisins européens pour dresser un bilan de la condition animale en France. Avec ce constat, le pays est en retard par rapport à nos voisins. Quels sont, par exemple, les retards que nous avons pris sur les thématiques de la condition animale ? Alors, il y en a beaucoup parce qu'effectivement, ce retard a été partiellement rattrapé en novembre dernier avec la loi de lutte contre la maltraitance animale qui a été adoptée par le Parlement et promulguée par le gouvernement, et donc qui fixe certaines interdictions comme l'arrêt de l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques sur un délai de 7 ans, l'arrêt des cétacés en bassin, l'arrêt de la vente des animaux de compagnie, en tout cas des chats et des chiens en animalerie. Enfin, il y a tout un nombre de mesures qui vont dans le bon sens et qui permet à la France de rattraper un peu son retard. En revanche, effectivement, si on prend le cas notamment de l'abattage sans étourdissement, il y a à peu près la moitié des États membres de l'Union européenne qui ont pris des dispositions pour rendre obligatoire l'étourdissement des bêtes au moment de leur abattage, sans exception pour le rituel kasher et halal. Et ça, c'est vrai que la France a du retard. La France, d'une manière globale, a du retard aussi sur toutes les problématiques de chasse. Tout ce qui rencontre des lobbies assez puissants et assez entendus au niveau des gouvernements. Maintenant, les choses changent parce que justement, le rapport de force change. Pendant longtemps, il y avait une attente sociétale qui était forte, mais à laquelle il n'y avait aucune réponse politique. Là, justement, avec cette loi qui a été adoptée en novembre dernier, c'était quelque part sans précédent, en tout cas d'avoir un texte aussi ambitieux. Et ça peut mettre à mal, ça a mis à mal, on s'en rend compte, certains lobbies qui faisaient bloc. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tous les groupes d'intérêt se rejoignaient pour bloquer toute avancée. Les circassiens défendaient le foie gras, le gavage, parce qu'ils se disaient que si on arrête telle pratique, telle autre allait tomber derrière. C'était vrai dans tous les domaines. Donc là, il y a eu justement, il y avait cette crainte de l'effet domino qu'une avancée en entraîne une autre. Et là, le fait d'avoir pu obtenir des résultats, justement, déstabilise un petit peu l'organisation de tous ces lobbies. Et surtout, les politiques se rendent compte que, de prendre ces décisions pour faire progresser la condition animale et donc faire progresser finalement la société, il y avait un retour positif des citoyens. Et donc, c'est un encouragement aussi pour eux d'aller plus loin. Et c'est ce qu'on demande parce que certains sujets, effectivement, ont été balayés, c'est-à-dire tous les problématiques d'animaux d'élevage, qui sont les plus nombreux concernés par la maltraitance animale, et puis toutes les problématiques chasse qui reviennent en effet boomerang aujourd'hui avec ces accidents qui se multiplient, et toujours pas de réponse politique sur ne serait-ce que la mise en place d'un jour non chassé, voire deux et au-delà. Justement, vous avez envoyé un livret de recommandations à tous les candidats, alors sur plusieurs thématiques, les animaux de compagnie, les animaux utilisés à des fins de représentation au public, les équités, les animaux d'élevage, la chasse ou encore les expérimentations animales. On va s'arrêter un petit peu sur la question des animaux de compagnie. Votre fondation et la SPA œuvrent chaque année, même d'autres organisations, pour dénoncer les abandons au public et le trafic d'animaux. En France, vous estimez à 200 000 le nombre d'animaux de compagnie abandonnés chaque année. À ce titre et celui de la maltraitance animale, vous alertez les candidats sur l'urgence d'un renforcement des peines et une augmentation des soutiens logistiques et financiers aux organisations de protection d'animaux. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, par rapport à ce volet-là, c'est vrai que justement, ce texte qui a été adopté en novembre, il répond là encore partiellement parce qu'il y a un renforcement des peines sur les maltraitances et aussi les abandons. Mais en fait, au-delà de ça, on ne veut pas simplement des réponses en bout de chaîne une fois que l'animal est abandonné, mais plutôt d'anticiper, déjà de mettre en place et d'encourager des campagnes de stérilisation, y compris d'animaux appartenant à des particuliers. Il faut vraiment qu'il y ait une sensibilisation et un accompagnement parce que la plupart finalement des animaux qui se retrouvent dans les circuits, notamment sur les ventes
par petites annonces, voire les réseaux sociaux, souvent sont issus de portées non voulues, non contrôlées, et ça participe à cette surpopulation animale. Donc ça, c'est aussi un problème. Donc il faut travailler à la base. Là, effectivement, l'interdiction des ventes de chats et chiens d'ici 2024 en animalerie, c'est un point très intéressant. C'est pas suffisant parce que la problématique se fait surtout sur les réseaux au niveau des ventes. Donc on a vu que la proposition du ministère de l'Agriculture sur la question n'était pas suffisamment ambitieuse, mais c'est aussi une question qui se porte au niveau européen parce que c'est difficile de réglementer au niveau national des échanges qui en fait concernent plusieurs pays et se font sur des plateformes ouvertes. Donc Parce là, qu'on peut toujours acheter finalement dans un pays différent un oui, animal sur Internet. bien sûr. Et puis c'est aussi le marché du le libre-échange. Donc là, justement, il y a un débat actuellement sur les Européens, pour le coup, sur la vente en ligne. Alors ça ne concerne pas spécifiquement les animaux, c'est beaucoup plus global pour un meilleur encadrement. Mais dans ce cadre-là, on porte effectivement la nécessité aussi d'intégrer les ventes en ligne d'animaux issus d'élevage un peu partout. C'est difficile à contrôler. Donc ça, il faut vraiment agir aussi sur toutes ces sources d'approvisionnement finalement qui font que les gens achètent très facilement un animal, parfois à crédit même, sans avoir conscience de ce que ça représente en termes de responsabilité, de coût aussi. Parce que là, nous, on a des demandes, on aide beaucoup de gens en soins vétérinaires et on a parfois des gens qui nous demandent de l'aide alors qu'ils n'ont pas fini de payer à crédit leur animal. Donc c'est quand même assez invraisemblable. Ils s'endettent pour acheter un animal sans même avoir les moyens de pouvoir les entretenir. Donc il faut quand même aussi qu'il y ait une vraie réflexion. Il y a énormément d'animaux qui sont dans les refuges de toute espèce, de toute race. Donc il faut déjà faire ce chemin-là d'adopter pour accueillir ces animaux qui cherchent un nouveau foyer. Vous avez évoqué également la stérilisation. Il y a aussi le problème de l'errance des animaux, beaucoup de chats dans les rues. Qu'est-ce que vous préconisez aussi pour les candidats ? Alors, par rapport à ça, nous, au niveau de la Fondation Brigitte Bardot, on a un budget de près d'1 million d'euros chaque année uniquement dédié sur la stérilisation des chats errants en France. Et à l'international, c'est plutôt sur les chiens errants, de grandes campagnes de stérilisation en Inde et ailleurs. Mais là, pour ce qui est des candidats, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un engagement aussi des municipalités d'accompagner des petites structures locales qui font du trapage, qui font des stérilisations, donc de les aider aussi à prendre en charge cette stérilisation, parce que l'errance des animaux revient de la responsabilité du maire. Et la réponse, généralement, c'est de pouvoir disposer d'une fourrière où les animaux sont ramassés, puis généralement euthanasie en ce qui concerne les chats errants, dans la mesure où il n'y a pas d'adoption possible réelle. Donc, depuis quand même pas mal d'années, on a mis en place des campagnes de stérilisation qui fonctionnent, qui permettent à des colonies de diminuer progressivement, espace en plus qui est protégé par ces colonies, qui évite que d'autres chats arrivent, etc. Il y a tout à fait possibilité de gérer ça. Maintenant, c'est un coût important et on demande effectivement aux municipalités de s'engager. Donc là, le texte qui a été adopté, j'y reviens toujours, mais au départ, il y avait une proposition qui allait vers une obligation des maires à pratiquer la stérilisation. Cette obligation a été annulée par le vote du Sénat. On est maintenant sur une expérimentation de 6 mois pour collecter des informations sur ce qui est possible à mettre en place, et ensuite il y aura une stratégie à mettre en place pour justement mobiliser les élus locaux à gérer par la stérilisation les populations d'animaux errants. Il faut une réaction justement, donc à la fois du futur chef de l'État, mais également des plus petites institutions. Oui, parce que là, en l'occurrence, c'est pas tant... Enfin, bon, ça a une décision nationale, mais ça revient vraiment... C'est aussi d'ailleurs ce qui a fait blocage au niveau du Sénat, c'est que les sénateurs ont considéré que là, on renvoyait la balle effectivement aux municipalités, ce qui le Code rural prévoit déjà, que ça revient aux municipalités, sans justement les accompagner et les aider pour mettre en œuvre une stérilisation systématique des chats errants. Donc c'est un petit peu le recadrage en cours, de voir si effectivement il peut y avoir aussi des fonds d'État et pas simplement municipaux ou de la région. Alors rapidement, dans la dernière minute qui nous reste, vous évoquez également les équidés et cette reconnaissance des chevaux en animaux de compagnie. Alors en quelques mots, qu'est-ce que ça signifie ? Bon, alors effectivement, là le but c'est surtout de pouvoir reconnaître le rapport particulier que voilà, les citoyens ont avec cet animal, qui est un animal souvent de compagnie, aussi de travail parfois, mais aussi voilà, il y a une approche particulière. Donc l'idée,
c'est effectivement de pouvoir organiser l'accueil de ces animaux dans des structures adaptées sans que la finalité soit l'abattoir. Il y a de moins en moins de consommateurs de viande de cheval. Bon, il y a encore dans la région nord un petit peu quelque chose d'assez ancré, mais d'une manière globale, cette reconnaissance, ce qu'on souhaite à travers cette reconnaissance, c'est justement de pouvoir considérer que cet animal qui a été un complice de l'homme, un ami de l'homme parfois, mérite autre chose que l'abattoir en bout de course. En général, quand on aime notre chien, on ne l'emmène pas à l'abattage. Merci beaucoup, Christophe Marie, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur adjoint et le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.